si tout est clair pour tout le monde, on va passer à la deuxième intervention. Donc justement, Michel Jean de l'Éducation nationale. Voilà, donc Michel Jean, je vous dis simplement d'où je parle, parce que c'est toujours important de voir si on est plutôt du côté de la réflexion théorique ou de la pratique. Donc je suis inspecteur de l'Éducation nationale dans une spécialité qui n'est pas la plus connue, qui est celle de la formation continue des adultes. Et donc, à ce titre, notamment travaillant sur le champ du réseau des Greta dans l'Académie de Nancy-Metz. Par rapport à la conférence de consensus et à la démarche qui a été rappelée tout à l'heure par Anne-Françoise, et c'est vrai de dire que c'est une aventure humaine, je crois que ça a été souvent le mot employé. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'on y retrouve là les caractéristiques classiques des fonctionnements où on essaye un petit peu de frotter son esprit à celui des autres pour essayer de construire des savoirs communs. Et c'est à la fois une leçon d'humilité et puis une stimulation intellectuelle assez extraordinaire que de pouvoir, avec des gens qui ont des angles de vue sur cette dimension de la formation individualisée assez différentes. Et à ce titre, l'équipe qui a organisé, donc, notamment Anne-Françoise Trolla, a choisi une diversité d'acteurs qui, au début, m'a un peu effrayé en me disant est-ce que ces gens-là vont pouvoir avoir des choses communes à se dire? Et en fait, oui, le premier exercice écrit qui nous a été donné a montré qu'à la fois il y avait des divergences d'approche et qu'à la fois il y avait un certain nombre de similitudes qui permettaient d'approcher le concept de façon assez intéressante. Alors, je pense que c'est un élément clé, cette diversité, et qui nous a permis de produire donc la plaquette à la fois, je dirais, modeste, mais moi qui me semble qui peut être utile dans le débat qui est en travail partout sur la formation individualisée, et qui n'a aucune prétention à être une vérité révélée, mais qui est l'état de la réflexion d'un groupe à un moment donné et qui aboutit à ce consensus. Peut-être que dans ce consensus, moi, l'élément qui me réjouit le plus, c'est justement la définition à laquelle vous faisiez allusion. C'est-à-dire, il me semble que la définition, elle pose bien à la fois ce qu'est l'idéal de la formation individualisée et puis les tensions qu'il y a dans ce système-là. Puisqu'on dit à la fois singularité du sujet, alors tout le monde est d'accord, et quand on dit dimension sociale des apprentissages, on dit, oulala, ça va être difficile de jouer sur cette tension entre l'individu et puis le débat socio-cognitif. Et puis co-construction, qui est un élément effectivement clé, c'est-à-dire comment est-ce que se négocie l'interaction entre le projet individuel et puis, je dirais, le système de formation qui est en face. Peut-être par rapport à la plaquette que vous avez tous eue, un point qui, de mon point de vue personnel, n'est pas suffisamment abordé et qui, dans les pratiques, me semble être quelque chose d'important, c'est que l'individu, dans notre travail, est un peu considéré comme étant le seul porteur de son projet de formation. Et dans les faits, c'est une situation qui est assez minoritaire. On s'aperçoit que l'individu, souvent, il est, comme toujours, dans un réseau de contraintes, c'est-à-dire que quand il va en formation, bon, les cas existent, mais ils ne sont pas majoritaires, où c'est la personne qui a son projet, qui va en formation, qui finance sa formation, etc. Et on est le plus souvent soit dans des logiques de fonds publics, avec des politiques publiques de formation, soit dans des logiques de fonds privés, avec des modes de management, avec la gestion des compétences dans les entreprises, etc. Et que la parole de l'individu n'est qu'une parole parmi l'ensemble, c'est-à-dire que moi je préférerais peut-être qu'on parle d'un système client, plutôt que de dire l'individu comme s'il était isolé de tout système. Je pense que là, il y a peut-être un point qui porte débat quand on est sur le terrain, c'est de dire les gens qui viennent en formation, est-ce que réellement ils sont porteurs et en capacité de négocier leur projet de formation. Alors, sur la place de l'individu, donc c'est exactement ce problème qui est soulevé, c'est-à-dire l'individu, c'est un acteur dans un réseau de contraintes. Alors, il a ses propres contraintes internes, en gros, son degré d'autonomie, ou encore dit son degré d'autodétermination, sa capacité d'autodétermination. Et ensuite, donc, l'interaction avec le projet de la structure, c'est-à-dire que la structure elle-même, elle a des contraintes logistiques, pédagogiques, financières, etc., qui limitent, en fait, les possibilités de liberté.
Et aucune structure ne peut dire chez nous on peut tout faire en entrée-sortie permanente, à tous les niveaux, dans toutes les démarches. Et de la même façon, la personne, eh bien, elle peut être soumise donc à un projet plus global de prescripteur, d'employeur, dans lequel elle est un élément du système client, mais pas l'ensemble du système client à elle seule. Et donc la co-construction, je pense que nécessairement c'est un compromis. Il faut accepter, je pense, cette notion-là, c'est-à-dire qu'on est toujours entre le souhaitable et le possible. Et celui qui ne veut faire que le souhaitable, je pense qu'il ne fait jamais rien, parce que nécessairement, il faut jouer sur ces différents réseaux de contraintes. Mais je pense que ce qui est très très important, c'est de voir qu'à des niveaux différents, alors les niveaux différents, ils vont différer selon le degré d'autonomie de la personne, ils vont différer selon les marges de liberté du système de formation, mais l'individu va se trouver co-auteur, c'est-à-dire au niveau de la conception de sa formation, et co-acteur, c'est-à-dire au niveau de la mise en œuvre de la formation, de ce qui lui arrive. Et ça, aussi bien, comme il était dit tout à l'heure, au niveau de la définition des objectifs de formation, au niveau des moyens mis en œuvre, c'est-à-dire on pourrait dire du plan d'action de la formation, et au niveau de l'évaluation. Et l'évaluation, en la situant bien, non pas seulement au niveau de la satisfaction du stagiaire, qui est un des éléments, mais qui me paraît très très insuffisant, mais également au niveau de l'atteinte des objectifs de formation et au niveau du transfert en situation de travail ou en situation sociale, selon les objectifs qui étaient fixés. Et vous voyez là qu'à travers cette démarche, négocier objectifs, plan d'action, évaluation, on est bien dans une démarche de conduite de projet. Et que par conséquent, à travers la formation individualisée, on est dans une logique qui est une logique autonomisante, à la fois qui s'appuie sur l'autonomie de la personne, mais qui également lui permet de développer son autonomie. Et c'est là où on rejoint probablement la dimension citoyenne qui était évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est bien dans une démarche de production de compétences transverses en même temps que de la conduite d'un projet de formation. Alors bien sûr, ça veut dire que pour pouvoir répondre à la double contrainte de la singularité de l'apprenant et de la dimension sociale des apprentissages, eh bien, il faut nécessairement avoir une ingénierie de formation qui soit adaptée. Et c'est vrai que les formes classiques d'ingénierie de formation ne répondent pas à ces conditions-là. Alors, la singularité de l'apprenant, je dirais que si on prend directement les dérives, ça nous mettra les bornes extrêmes. Le plus souvent, ça a pu donner comme dérive un enseignement programmé avec un travail solitaire. On est sur une extrême de dérive en pensant qu'on est vraiment très adapté à la personne puisqu'elle travaille toute seule et qu'on lui donne des documents. On pourra y revenir, mais je pense qu'on est là sur quelque chose dont tout le monde mesure bien qu'on est loin du compromis négocié. Sur la dimension sociale des apprentissages, la dérive, alors elle est moins fréquente, mais c'est quand même le débat socio-cognitif permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de phase de structuration, il n'y a plus de phase d'assimilation, et la personne est complètement perdue dans un élément qui ressemble à une espèce de bouillie dans lequel plus rien n'est structuré, plus rien ne sort. Et je crois que le pari de la formation individualisée, c'est justement de construire des pratiques qui concilient les deux logiques, à la fois la logique de l'individu et la logique de la dimension sociale des apprentissages. Alors je ne pense pas qu'il y ait de recettes en ingénierie de formation. Il y a quand même, j'ai soulevé, ce n'est pas exhaustif, mais 4 points qui me paraissent être des éléments favorables. Alors qui ne préjugent pas des pratiques pédagogiques ensuite. C'est-à-dire que c'est des conditions nécessaires, mais pas suffisantes, bien évidemment, pour une formation individualisée. C'est la concentration des flux. C'est-à-dire que si vous avez très peu d'effectifs, c'est extrêmement difficile de pouvoir mettre en place des dispositifs de formation individualisés. La concentration des flux, ça veut dire que ça passe notamment soit par des mixages des financements. Si on n'est que sur un type de public, par exemple public adulte, on peut mixer des financements différents quand les financeurs sont d'accord. Ça peut être le mixage des publics, qui est une voie qui s'ouvre avec des publics à la fois élèves, apprentis, adultes, etc., où on connaît quelques expériences ici ou là. C'est l'organisation modulaire de la formation. Alors modulaire au sens de la plaquette, c'est-à-dire qu'on est bien dans une logique de modules qui ne sont pas un découpage de contenu programmatique linéaire, mais qui sont bien liés à un objectif de formation qui correspond à une compétence professionnelle ou sociale, de façon à ce que l'on puisse structurer la formation. Mais attention, la modularisation ne vous donne que l'individualisation des parcours, qui ne préjuge en rien du tout ensuite de la formation individualisée elle-même. Bien évidemment, là c'est un point très très important, un centre de ressources diversifié, multimédia, avec des possibilités maintenant très très ouvertes
par à la fois Internet, les logiciels, le numérique, mais également les formes plus traditionnelles. Et puis des ressources humaines très professionnelles. Et quand je dis des ressources humaines très professionnelles, on pense toujours aux formateurs et aux seuls formateurs. Je pense que toutes les fonctions du système de formation sont réinterrogées par la formation individualisée. Hein, aussi bien les financiers, l'administration, la logistique, la GRH, etc. Et donc, je pense que définir un système de formation individualisée comme une organisation apprenante, c'est un élément qui me paraît assez clé. C'est-à-dire que c'est une démarche et l'ensemble des acteurs apprend en même temps qu'il fait, hein, en se nourrissant de ses pratiques et de regards extérieurs. Et donc, le terme d'organisation apprenante me paraît assez bien adapté à cet élément-là. Et on est bien évidemment dans un collectif en action. Alors, les pratiques pédagogiques qui vont avec, et cette fois qui vont vraiment être ce qui fonde ou non la formation individualisée, je crois qu'il y a souvent une ambiguïté, à mon sens, qui est de considérer toutes les phases de la formation comme étant nécessairement des phases d'apprentissage proprement dites. Je m'explique. Dans la formation, il y a des phases d'information. Elles ont vraiment toute leur place. Il faut aller chercher de l'information à certains moments, voire éventuellement l'assimiler, la mémoriser. Il y a des phases d'entraînement. Il faut effectivement, dans certains champs disciplinaires, répéter les choses, multiplier les techniques opératoires pour les maîtriser, etc. Il y a des phases d'auto-évaluation qui permettent de se situer. Et ces phases-là, par exemple, eh bien, sont des phases qui peuvent tout à fait s'exercer de façon solitaire, hein, avec un accès direct aux ressources et sans avoir besoin, effectivement, d'un travail avec ses pairs de façon très importante. Et puis, il y a ce que j'appelle l'apprentissage proprement dit. Et là, je dirais que la formation individualisée, elle s'attache à une conception de l'apprentissage et qui est assez claire, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que apprendre, hein, c'est pas répéter, et que enseigner, c'est pas transmettre. Je pense que ça, c'est un élément sur lequel il faut s'entendre au départ, sinon le dialogue va être difficile. Hein, c'est-à-dire que la personne, elle se forme dans un travail de transformation de ses représentations, et on transforme ces représentations en les confrontant à celles des autres. Hein. Ce qui était intéressant, c'est que la démarche qu'on a eue, nous, en conférence de consensus, c'était celle-ci. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis en application, pour définir et creuser un peu la formation individualisée, cette démarche constructiviste, hein, que l'on préconise également dans la formation individualisée. Et par conséquent, le formateur, lui, son travail, c'est effectivement d'observer les situations et de proposer des situations d'apprentissage qui soient les mieux adaptées possibles dans le cadre de cette pédagogie donc constructiviste. Et les compétences, elles se construisent bien évidemment dans la complexité d'une situation qui est une situation soit réelle, soit simulée, une situation professionnelle ou sociale, hein, et on n'est pas du tout dans la linéarité d'une addition de micro-compétences ou de connaissances. Je crois qu'en formation, là aussi, hein, il faut qu'on soit tous convaincus, si on ne l'est pas déjà, que le tout n'est pas égal à la somme des parties et que ce n'est pas en faisant des micro-connaissances et des micro-compétences que l'on va avoir des gens qui maîtrisent la complexité d'une situation réelle. Alors bien évidemment, ça suppose des évolutions, hein, évolution des conditions de travail, je dirais, des formateurs, hein, dépendamment de l'ensemble du système, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, mais au niveau des pratiques. Alors, conditions de travail des formateurs, ben oui, il y a un certain décloisonnement disciplinaire nécessairement qui intervient, une annualisation des temps de travail. On va avoir aussi, dans ce champ-là, un travail en équipe, hein, qui devient extrêmement important. Et pour le formateur lui-même, il y a un changement de posture, hein, qui est assez net. Je me souviens, il y a, tout au début, hein, où on parlait de formation individualisée, les formateurs craignaient un peu en disant mais on va devenir des distributeurs de polycopiés, hein, à des gens qui travaillent tout seuls. Je dirais que c'est exactement l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que la professionnalité du formateur, elle est réinterrogée de façon fondamentale à travers ses pratiques. Et je dirais que le métier se diversifie et s'enrichit. On pourrait dire, si on était un peu plus pessimiste, qu'il se complexifie. Alors je pense que les compétences de base, elles restent les mêmes, hein, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir la maîtrise de la discipline ou de la spécialité, à la fois dans ses contenus et dans sa démarche. On va avoir la maîtrise didactique, la maîtrise pédagogique, un certain nombre de connaissances et de compétences au niveau psychologique qui sont indispensables. Mais fondamentalement, les trois temps, hein, classiques, je dirais, de la formation
pour le formateur, c'est-à-dire la préparation, l'enseignement et l'évaluation, restent les mêmes. Simplement, la préparation, elle s'étend à de l'information, de l'accueil, de l'orientation, de la validation du projet, de la mutualisation des ressources, de la maintenance du centre de ressources, etc. Tout ça fait partie donc d'une préparation plus collective avec des phases également nouvelles. L'enseignement, il devient plus une médiation entre un objet d'apprentissage et des apprenants dans un contexte individuel ou collectif, et essentiellement pour la part qui sera avec les pairs dans cette démarche donc de débat, et une guidance dans l'accès à l'information, à l'entraînement, à l'auto-évaluation. Pour l'évaluation et la validation, c'est vrai que l'évaluation formative prend une place maintenant beaucoup plus considérable, puisque c'est elle qui va permettre la différenciation, mais on aura aussi des éléments de reconnaissance à travers l'élaboration des portefeuilles de compétences et des éléments de validation à travers les jurys de certification qui bouclent, je dirais, un petit peu le protocole. Et comme les dispositifs sont multi-acteurs et extrêmement complexes, c'est vrai que la notion d'interlocuteur permanent à travers un formateur référent devient quelque chose de très important dans la mise en œuvre d'une formation individualisée. Je vous remercie. Merci beaucoup déjà pour l'intérêt de ton intervention et puis pour la précision dans le temps. 15 minutes pile, c'est remarquable. Ah, il y avait le chronomètre là-bas. Bien, est-ce que vous avez des questions, des précisions à demander à Michel Jean dans un premier temps sur son intervention? Bien, si ce n'est pas le cas, on va passer... Comment tu as vu? Non, une question, non? Oui, une question là-haut. Oui, bonjour, Pascal Bardou-Perrier du CAFOC de Lyon. À travers votre présentation, Monsieur Jean, j'ai entendu en dessous la question de l'accompagnement. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous situez cette fonction d'accompagnement qui est, je crois, une des révolutions qu'on demande au formateur quand il est dans une position de formateur dans un dispositif individualisé. Parce que je crois que l'accompagnement, il ne se positionne pas simplement dans le temps de formation, mais bien en amont et bien après, et en particulier par rapport à la question qui est posée par rapport au repérage des compétences amont et au repérage des compétences au fil du parcours de formation. C'est ce que j'ai rapidement abordé et qui sera repris surtout dans la table ronde de cet après-midi, mais quand même en deux mots, c'est la notion de formateur référent, je crois, qui apparaît de façon assez constante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir différents intervenants, mais c'est vrai qu'il va y avoir une personne, je dirais, privilégiée, y compris, bien évidemment, en amont et en aval, c'est-à-dire que la dérive classique, c'est de dire le formateur référent, c'est le formateur de la discipline. Et on dit non, pas du tout. C'est-à-dire que les disciplines ne sont que convergentes vers un objectif de formation, et le référent, il est bien, lui, sur l'objectif de formation et non pas sur les objectifs pédagogiques. Et ce, depuis la phase d'accueil et d'information jusqu'à la phase évaluative. Mais je pense qu'on y reviendra largement dans le débat de l'après-midi.